franceinter.com. C'était l'affaire, avec un grand A. Un peu comme on nommait l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle. L'affaire, donc. Sans doute l'un des plus grands scandales de l'ère gaulliste. Car soudain, l'affaire a mis au jour une nébuleuse inquiétante où grenouillaient des hommes politiques proches du pouvoir, des policiers officiels et d'autres qui l'étaient un peu moins, des agents secrets, des barbouzes et, pour reprendre l'expression gaulienne, un carteron de truands. Et elle a provoqué l'une des plus grosses colères du général de Gaulle, juste au moment où celui-ci venait de décider de solliciter un second mandat présidentiel. Vous l'avez sans doute compris, l'affaire, c'est l'affaire Ben Barka. Et si M. X, qui m'en a parlé autrefois, a décidé d'ouvrir à nouveau ce dossier, c'est que la justice n'en a pas fini avec l'affaire. Un juge d'instruction est toujours saisi, et ce magistrat tenace est bien décidé à faire surgir un jour la vérité, malgré tous les obstacles qui ne cessent de se dresser sur son chemin. Alors, raisonnablement, 46 ans après le rapt de Mehdi Ben Barka, est-il encore possible d'élucider cette affaire ? La famille du leader marocain, tout comme le juge, en sont persuadés, car certains des protagonistes, sinon des instigateurs, sont encore en vie, et pourraient témoigner si enfin la raison d'État n'était plus abusivement invoquée des deux côtés de la Méditerranée. Un mot d'abord, ce qui frappe quand on se replonge dans ce dossier touffu, c'est que si on est à peu près sûr que Mehdi Ben Barka est mort dans les 24 ou 48 heures qui ont suivi son enlèvement, on ignore tout des conditions dans lesquelles il a péri. A-t-il été assassiné ou bien est-il décédé accidentellement au cours d'un interrogatoire musclé ? On a aussi dit qu'il aurait pu mourir lors d'une séance de torture. C'est juste. Et il n'est jusqu'à la façon dont on se serait débarrassé de son cadavre pour avoir donné lieu aux hypothèses les plus échevelées. Pour certains, sa dépouille a été enterrée dans un bois proche de la maison des truands qui l'ont séquestrée. Pour d'autres, elle aurait été coulée dans une dalle de béton sur laquelle on a bâti une mosquée, à moins qu'elle n'ait été jetée en mer par les passagers d'un petit avion. Et puis, un ancien agent secret marocain a prétendu que le cadavre avait été dissous dans une cuve d'acide. Oui, il y a également ceux qui assurent que le corps a été découpé. Et la tête aurait été transportée au Maroc pour être montrée au roi Hassan II avant d'être enterrée dans le charnier d'une prison secrète. Et voyez-vous, malgré son caractère assez monstrueux, c'est sans doute cette dernière hypothèse qui me semble la plus sérieuse. Bon, enfin, nous en reparlerons. Cependant, pour commencer, voyons d'abord qui était Ben Barka et pourquoi sa disparition a provoqué une telle émotion. Dans le monde entier. Effectivement, parce que s'il était d'abord l'opposant historique du régime de Hassan II, il était ensuite devenu un important dirigeant internationaliste qui entendait fédérer les luttes anticolonialistes et anti-impérialistes. Ce qui signifie qu'il ne manquait pas d'ennemis. Évidemment. Alors, le leader politique marocain d'abord. Enfin, là je vais vite. Né à Rabat en 1920, dans un milieu modeste, Mehdi Ben Barka a néanmoins fait de brillantes études. Agrégé de mathématiques, il enseigne au collège impérial où, détail intéressant, il a eu comme élève le prince héritier, Moulay Hassan, le futur Hassan II. Les deux hommes se connaissaient donc. Ah, fort bien, oui. Sous le protectorat français, Ben Barka milite à l'aile gauche de l'Istiqlal, le parti de l'indépendance dirigé par Alal al-Fassi. Et il participe activement aux négociations qui vont aboutir au retour au Maroc du roi Mohamed V. Et donc à l'indépendance. En 1956. Et Ben Barka devient président de l'Assemblée nationale consultative. C'est donc déjà, en 1956, là, un dirigeant en vue. Ah oui, mais un homme politique qui se range résolument à gauche et qui se situe dans l'opposition.
En 1959, Ben Barka fonde l'UNFP, Union nationale des forces populaires, résultant d'une scission de l'Istiklal. Le climat politique marocain est alors très perturbé. L'ambitieux Moulay Hassan aspire à succéder au plus vite à son père et appelle à la répression contre la subversion. Ouais, les forces de gauche, quoi. C'est si vrai que Ben Barka choisit prudemment de s'exiler à Paris. En 1961, Mohamed V meurt. Officiellement, c'est à la suite d'une opération, mais on a aussi parlé d'empoisonnement. Le prince héritier monte donc sur le trône. Oui, sous le nom d'Hassan II. Un an plus tard, le nouveau souverain annonce son intention de faire la paix avec son principal opposant. Alors Ben Barka rentre au Maroc? En mai 1962, oui. Toutefois, en juin 1963, il s'exile définitivement après avoir été accusé de complot contre la monarchie. Vrai? Non. Non, mais ce soi-disant complot permet à Hassan II de décapiter l'UNFP, le parti de Ben Barka jugé trop subversif. Ben Barka est donc parti à temps. Hein? D'autant que la répression va être impitoyable et que le leader marocain a alors des raisons sérieuses de craindre pour sa vie. Déjà, à la fin de 1962, il a été victime d'un curieux accident de la route qui était en fait une véritable tentative d'assassinat, commandité par les deux hommes chargés par le roi de traquer ou d'éliminer les opposants, le général Oufkir et son adjoint Glimi. Ce sont les deux hommes qui seront plus tard accusés de l'avoir fait enlever. Hein. Et qui sont sans doute directement responsables de sa mort. Donc, Ben Barka s'enfuit et ne reviendra jamais dans son pays. D'ailleurs, son retour au Maroc est impossible. Il est par 2 fois condamné à mort par contumace. Où s'installe-t-il? Il va désormais vivre entre Genève et Le Caire, où le président Nasser lui offre une généreuse hospitalité. Mais il se rend aussi souvent à Alger, foyer intellectuel de la contestation révolutionnaire tiers-mondiste. C'est pourquoi on le présente souvent, lui-même, comme une sorte de commis voyageur de la Révolution. Il est alors l'un des initiateurs de cette organisation qu'on va appeler la Tricontinentale. Expliquez. La Tricontinentale, c'est une idée ambitieuse. La réunion ou l'alliance d'un certain nombre de pays du tiers-monde. Des pays au régime progressiste, selon la terminologie de l'époque, situés en Afrique, Asie ou Amérique du Sud. Une première réunion afro-asiatique a eu lieu à Alger en 1964, et le président algérien, Ben Bella, y adressait une véritable charte d'action pour les pays du tiers-monde. Il a surtout appelé les pays d'Amérique du Sud à rejoindre ce mouvement. Et il était particulièrement emblématique que la première réunion se tienne à Cuba. Ah oui, c'était un pied de nez aux Américains. Bien évidemment, une véritable provocation, d'autant que les dirigeants de tous ces pays montraient du doigt l'impérialisme économique américain et soutenaient ouvertement les leaders noirs qui, aux États-Unis même, luttaient pour l'égalité raciale. Il était prévu que, lors de cette réunion inaugurale, Ben Barka prenne la tête de cette organisation internationaliste. C'est exact. Et ça vous montre combien ce dirigeant marocain était populaire dans le tiers-monde. Au fait, quels étaient ses rapports avec le camp de l'Est? Ben Barka, comme son ami Henri Curiel, était idéologiquement marxiste. Mais il prenait soin de garder ses distances avec Moscou. Un peu à l'image d'un Guevara, au fond, qui osera même dénoncer l'impérialisme soviétique. C'est ça, mais pour autant, il était presque obligé d'avoir des contacts étroits avec le bloc de l'Est, surtout quand celui-ci soutenait matériellement l'émancipation des peuples colonisés. Mais si je vous ai bien compris, il était quand même un peu méfiant. Et il s'est bien gardé de rejoindre le Parti communiste. En tout cas, objectivement, il pouvait être considéré comme un adversaire par les Américains. Ah, c'est certain. Et c'est pourquoi plus tard, la CIA sera soupçonnée d'avoir donné un coup de main à ses ravisseurs. Mais n'allons pas trop vite. Et revenons à la situation au Maroc. En mars 1965, on assiste à de sérieuses émeutes à Casablanca. C'est la jeunesse qui se révolte. La répression est violente. Le palais annonce 2 morts. En réalité, d'après le consulat de France, il y en aurait eu plus de 600. Hassan II est-il personnellement mis en cause? Oui, et semble-t-il, il a très peur. Aussi proclame-t-il dans un premier temps l'état d'urgence. Mais aussitôt après, il fait volte-face et annonce une politique de changement. Ce qu'il va faire? Oui. En avril, Hassan II décrète une amnistie générale et il laisse entendre qu'il veut confier à des dirigeants de l'UNFP des responsabilités importantes. L'UNFP, c'est le parti de Ben Barka. Mais concrètement, alors, ça débouche sur quoi? Hassan II demande à son cousin et beau-frère, Moulay Ali, ambassadeur du Maroc en France, de rencontrer secrètement Ben Barka. Une tentative d'approche. Qui se passe à Francfort.
Ben Barka est d'accord pour rentrer au pays, mais pas à n'importe quel prix. Il demande au préalable que soit rédigé un programme de gouvernement sur 2 ans. Il veut aussi que sa sécurité soit garantie. Ouais, c'est le minimum. Ouais. Et enfin, il exige le limogeage de son ennemi intime, Oufkir, patron de la sécurité générale et ministre de l'Intérieur. Ouais, mais Hassan II peut-il accepter ces conditions? À l'évidence, non. Surtout la dernière, Oufkir étant son homme de confiance, et le principal artisan de la lutte contre la Ouais, le gauche, responsable aussi de la répression. avec l'utilisation des méthodes les plus brutales, effectivement. À commencer par la torture, et d'une certaine manière, Hassan II et Oufkir sont 2 complices. En débarquant son principal ministre, le roi se déjugerait. Par conséquent, c'est l'impasse. Et c'est sans doute après avoir constaté qu'il ne pourrait pas obtenir le retour de Ben Barka que le sort de celui-ci a été scellé. C'est-à-dire? Eh bien, Hassan II a envisagé 2 solutions. La première, la plus simple, consisterait à liquider son opposant le plus notable. En le faisant assassiner, donc. Oui, et effectivement, Ben Barka aurait échappé à une ou plusieurs tentatives alors qu'il se trouvait à Genève. Mais la deuxième solution est plus maligne. Il s'agirait de procéder à son enlèvement, de le faire revenir de force au Maroc afin de le neutraliser, quitte un peu plus tard à le faire ressortir de son cachot au cas où la situation politique l'exigerait, dans la mesure, bien sûr, où Ben Barka aurait renoncé à ces conditions. Dans son célèbre livre « Notre ami le roi », Gilles Perrault analyse les rapports entre Hassan II et Ben Barka, mais aussi entre ce dernier et le général Oufkir. Extrait. Jusqu'à sa mort, Ben Barka crut le compromis possible. Hassan II, avec maestria, une sorte de courage cynique, a préféré jouer le pouvoir à qui tout double plutôt que de le partager. Leur couple étrange échappait aux normes politiques. Hassan II détestait Ben Barka parce qu'il ne pouvait le soumettre. Ben Barka détestait Hassan parce qu'il ne parvenait pas à le convaincre. Mais même si Ben Barka était devenu l'ennemi numéro 1, les courtisans restaient sur leur garde, pressentant sans doute qu'une relation si passionnelle pouvait connaître d'imprévisibles retournements. Entre Ben Barka et Oufkir, les choses étaient plus simples, ils s'exécraient. Une scène violente les avait opposés en public, désignant les nombreuses médailles gagnées au service de la France qu'Oufkir ne manquait jamais d'arborer sur son uniforme. Ben Barka avait hurlé qu'elle n'était que quincaillerie de mercenaires indignes d'un officier marocain. Oufkir n'oublia jamais l'insulte. En attendant de mettre en œuvre l'une ou l'autre des mesures expéditives dont il entend user à l'égard de Ben Barka, Hassan II réprime tout au long de l'été 1965. Les militants de l'UNFP sont traqués et arrêtés. Et bientôt, le leader marocain va avoir une preuve de la détermination du roi. Expliquez-moi. Fin septembre, Ben Barka se trouve à La Havane. Oui, c'est pour la préparation là, de cette assemblée de la tricontinentale. Oui, et naturellement, il rencontre Fidel Castro. Ce dernier lui révèle alors qu'il est soumis à une forte pression de Hassan II. Si le Cubain refuse d'éloigner Ben Barka de la présidence du Congrès de la tricontinentale, il menace d'interrompre les relations économiques entre le Maroc et Cuba, essentiellement sur les achats de sucre. Réaction de Castro, là? Il ne cède pas au chantage. Quant à Ben Barka, au cours d'une conférence de presse préparatoire au Congrès, qu'il doit présider en janvier 1966, il souligne clairement les objectifs de la tricontinentale. En réunissant les 2 courants de la Révolution mondiale, le courant surgi de la Révolution d'octobre et celui de la Révolution nationale libératrice, il s'agit de stigmatiser la politique des États-Unis, mais aussi de dénoncer partout dans le monde l'impérialisme et le colonialisme. Et notez-le bien, dans cette dénonciation, Israël n'est pas épargné. Et de la même façon qu'on accusera la CIA d'avoir prêté la main à l'enlèvement de Ben Barka, on soupçonnera aussi le Mossad. Exactement. Et il est vrai que Ben Barka et sa tricontinentale commencent à gêner beaucoup de monde. Et il est devenu une cible pour quelques services secrets. Un homme à abattre, oui, ou à neutraliser, comme l'imagine Hassan II. Et si le roi, qui entretient de très bonnes relations avec Washington, s'en est ouvert auprès de ses amis américains, il lui a sans doute été conseillé de tout faire pour obtenir de gré ou de force le retour de Ben Barka au Maroc. La solution la plus élégante étant de l'associer au gouvernement du royaume. Mais Hassan II
sait bien que c'est impossible, car il lui faudrait d'abord sacrifier Oufkir. Et ça, il ne le veut pas. Oui, il ne le peut pas, car le roi et son ministre partagent trop de secrets inavouables. Et puis, en ces premières années de son règne, Hassan II a encore besoin d'Oufkir. Pourtant, plus tard, il n'hésitera pas à se débarrasser de lui, hein. En 1972, oui, lorsque le général sera vraiment trop encombrant et peut-être même menaçant pour son maître. Mais en 1965, on n'en est pas encore là. L'urgence, c'est Ben Barka. Et à Rabat, on commence à tendre les fils du piège dans lequel on va le faire tomber. Qui est le maître d'œuvre? Une telle opération ne se décide pas sans que le roi ait donné son feu vert. Alors, qui a imaginé les ressorts de la machination? Je ne sais pas exactement, mais on peut affirmer sans risque de se tromper que le général Oufkir et son adjoint, Dlimi, sont à la manœuvre. Mais sur le terrain, c'est un troisième homme qui va être le véritable artisan de l'opération. Qui? Un mystérieux agent marocain qu'on ne connaîtra longtemps que par l'un de ses pseudonymes, Chtouki. Et on connaît maintenant sa véritable identité? Oui, mais enfin, un peu de patience. Ce Chtouki a forcément des relations avec quelques-uns de ses homologues français. Quoi, des reliquats de la colonisation? Pas seulement. Le Maroc appartient, comme la France, au camp occidental. Et nous avons des intérêts communs. Chtouki a un contact en particulier. Un certain Antoine Lopez. Ah oui, ça c'est le chef d'escale d'Air France à Orly. C'est ça. Mais ce poste, c'est sa couverture. En réalité, Antoine Lopez est surtout un honorable correspondant du SDEC, notre service de renseignement. Orly, c'est une très intéressante place d'observation. Ah oui, pour surveiller les allées et venues des étrangers. Bien évidemment. Ouais. Et puis aussi pour fouiller les bagages de ces étrangers, y compris les valises diplomatiques. Ne vous étonnez pas, Lopez appartient à un service du SDEC, le service 7, dirigé par Leroy Finville, dont c'est la spécialité. Ouais, le roi Finville qu'on va retrouver mêlé à l'affaire. Oui, encore un mot sur Lopez. Ceux qui le connaissent bien lui ont attribué un surnom, Savonnette. Son côté, fuyant. Peu fiable. Pourtant, le roi Finville a une grande confiance en lui. Et avant que l'affaire n'éclate, il se démènera même à titre personnel, comme un beau diable, pour lui obtenir le poste de représentant d'Air France à Rabat. Enfin, je continue. Donc, Chtouki prend contact avec Lopez et lui expose un plan diabolique pour s'assurer de la personne de Ben Barka. Oui, je crois le connaître, puisque nous avons déjà évoqué ce sujet il y a assez longtemps. Hein. Mais il n'est pas inutile d'en retracer les grandes lignes. Alors voilà l'idée de Chtouki. Il s'agit de proposer à Ben Barka de superviser un film sur la décolonisation. Un thème qui va obligatoirement l'intéresser puisqu'il est au cœur de la création de la tricontinentale. D'accord, mais enfin, pour appâter un homme comme Ben Barka, il faut lui présenter un dossier sérieux. Et Chtouki a tout prévu. Il a d'abord réussi à trouver un enquêteur. Un journaliste, vous voulez dire? Oui, un freelance nommé Philippe Bernier, qui est un authentique homme de gauche, très concerné par le destin des pays du tiers-monde, et qui, intérêt supplémentaire, connaît très bien Ben Barka. Mais il faut aussi un scénariste. Et là, on vise très haut. Marguerite Duras s'est approchée et donne un accord de principe. Et le metteur en scène, alors? Ah ben là encore, le choix est excellent. C'est Georges Franju, un réalisateur de talent, auteur de plusieurs films à succès. Lui aussi est séduit. Enfin, dans cette construction, il manque une pièce essentielle. Je vois, le producteur. Bien sûr, l'homme qui pourra réunir les capitaux nécessaires à la réalisation de ce film. Et qui fera travailler tous ces gens ensemble. Hein. Ça sera un certain Figon, Georges Figon. C'est l'homme qu'on retrouvera suicidé quelques mois plus tard. Un type bizarre, celui-là. Pourquoi bizarre? D'abord parce que c'est un repris de justice. Un fils de famille dévoyé qui a été autrefois condamné pour avoir tiré sur un policier. Sur un policier, il a donc purgé plusieurs années de prison. Et il a aussi séjourné en hôpital psychiatrique. Mais l'important, c'est qu'il a gardé de ces années de prison une véritable fascination pour le milieu. Les gangsters. D'ailleurs, il voudrait bien être considéré comme l'un des leurs. Mais en même temps, Figon, qui est cultivé, a noué aussi des relations dans quelques cercles intellectuels où son passé de voyou suscite un grand intérêt. C'est le syndrome Jean Genet. Oui, il y a un peu de ça. Figon est donc à la fois un familier de Pigalle et de Saint-Germain-des-Prés. C'est par exemple lui qui a suggéré le nom de Marguerite Duras pour l'écriture du scénario. Mais ce voyou, qui a des lettres, est aussi à l'occasion indicateur de police. Joli personnage. Hein. Et derrière lui, il y a un mentor, un personnage qui n'est pas moins curieux, un avocat. Pierre Lemarchand. Devenu député gaulliste, il a été quelques années plus tôt
l'un des organisateurs de la lutte clandestine anti-OAS. Ouais, c'était les barbouzes d'Alger. Ça. Oui, et il garde de nombreuses relations avec le monde des services secrets et la police. C'est par exemple le marchand qui usera de son entre-gens auprès d'un certain commissaire Caille des renseignements généraux de la préfecture de police pour obtenir un passeport à Figon qui est encore en libération conditionnelle. Et on parlera aussi beaucoup de ce commissaire Caille un peu plus tard. Tout à fait. Ouais. Mais moi, je reviens à Le Marchand. Quand vous dites mentor de Figon... Le marchand, qui a été son condisciple au lycée, veille sur Figon dont il est l'avocat. Il le conseille, essaie de lui éviter de faire de nouveaux faux pas. Il a ainsi essayé de l'orienter vers le secteur de l'édition. Mais si j'ai bien compris, dans le montage imaginé par Stouki, Figon jouera donc le rôle du producteur. Mais est-ce qu'il a une quelconque compétence dans ce domaine? Aucune, non. Mais ça n'a pas d'importance, puisque ce projet de film sans jeu de mots n'est qu'une fiction. Il suffit donc à Figon d'être un beau parleur, ce qu'il sait très bien faire, pour se faire passer pour un vrai producteur. Alors, bon, Figon joue un rôle, là. Mais les autres, Franju, Duras, Bernier... Eh bien, eux croient réellement qu'ils vont participer à la réalisation d'un film. C'est essentiel, parce qu'ils doivent être crédibles aux yeux de Ben Barka. Alors, ils sont bernés. Absolument. Ils ne sont en aucun cas mêlés au piège qui va être tendu à Ben Barka. Mais, attendez, n'aurait-il pas dû se méfier, étant donné la réputation douteuse de Figon? Eh bien non. D'autant que Figon affirme qu'il trouvera les millions nécessaires à la réalisation du film. Excusez-moi, mais moi je trouve quand même qu'ils ont quand même péché par naïveté, non? Libre à vous de l'imaginer. Et le marchand, là, le mentor de Figon? C'est autre chose. Lui était forcément au courant. Donc il a laissé faire. Peut-être même, grâce à ses très bons contacts avec les services secrets, a-t-il donné un petit coup de pouce pour favoriser cette machination. Patrick Pénaud sur France Inter. Jacques de Rogy et Frédéric Ploquin sont les auteurs d'un remarquable livre publié en 1999 chez Fayard, « Ils ont tué Ben Barka ». J'ai relevé ces quelques lignes à propos de l'étonnante reconversion de Figon, Jojo le dingue, comme on le nommait dans le milieu. Jojo le dingue est devenu, en apparence, un autre homme qui va jouer auprès des milieux intellectuels les personnages de Genet et de Céline en parlant le langage d'un autre milieu, cet argot en perpétuel devenir débordant de couleurs et d'inventions. Sous le titre « Un voyou sans repentir », la romancière de gauche Marguerite Duras a publié une interview de lui le 26 avril 1962 dans France Observateur. « Je ne suis pas un anarchiste, je suis pour l'ordre dans la mafia. Tous les gens qui s'occupent de la récupération, visiteurs des prisons, amis de la réforme pénitentiaire, sont des chrétiens militants, donc des ordures. » 2 mois plus tard, il a les honneurs de l'émission télévisée 5 colonnes à la une. Il est le voyou authentique qu'interviewe Pierre Desgroupes. La séquence a été tournée dans l'appartement de Marguerite Duras. La confession amère, cynique, révoltée de Figon arrache ce cri de sympathie à François Mauriac dans son bloc-notes du Figaro littéraire. Non, vous n'êtes pas un voyou, vous jouez le personnage d'un voyou. Si vous l'étiez vraiment, vous n'en prendriez pas conscience comme vous le faites. Du coup, Les temps modernes de Jean-Paul Sartre lui ouvre ses colonnes et Roger Stéphane lui donne un rôle dans un film réalisé pour la télévision par Michel Mitrani, Le Détenu. Une métamorphose de cloporte qu'Alphonse Boudard n'avait pas imaginée. Et pourquoi alors Stouki a-t-il choisi ces hommes et d'abord Figon ? Figon à cause de ses contacts avec les milieux intellectuels de gauche, mais aussi parce qu'il est à coquiner avec des gangsters, des vrais, des types comme Bouche-Sèche, un ancien de la Carlingue. La Carlingue, c'était la Gestapo française. Oui, la bande à Bonny et Lafont. Mais c'est également un lieutenant du célèbre Joe Attia. Pourtant, pendant la guerre, ils n'ont pas suivi les mêmes chemins. Hein. Ah, c'est exact. Attia était un authentique résistant. Mais les affaires sont les affaires, non? En tout cas, tous deux, Attia et Bouche-Sèche, ont déjà donné un coup de main au SDEC. Pour les sales besognes. Bien évidemment. Et ce n'était pas sans rapport avec les activités de la pseudo-main rouge dont nous avons parlé récemment. Enfin,
Il se trouve, et ce n'est pas un hasard, que ce bouche-sèche, qui est porteur d'une carte tricolore du SAC, a des intérêts au Maroc. De quel genre? Pas des maisons de passe. Enfin, il est également très lié à Lopez. Ah, le monde est tout petit, là. Et dans le scénario envisagé, quel doit être le rôle de Bouche-Sèche? Parce qu'il sait le mieux faire, homme de main. D'ailleurs, il va lui-même recruter 3 de ses amis truands. Leni, Palis et Dubaï. Et notre homme du SDEC, là, Lopez, que sait-il exactement, lui? Bon, Lopez est dans la confidence dès le départ. Et il est probable que c'est lui qui a orienté Stouki vers Figon et ses copains gangsters. D'accord, mais est-ce que Lopez informe son officier traitant du SDEC? Parfaitement. Le roi Finville est mis au courant au fur et à mesure des développements de l'affaire. Donc très vite, au SDEC, alors on sait que quelque chose se prépare contre Ben Barka. Oui. C'est excessivement grave et personne ne réagit. Non. Bon, je commence. Qu'est-ce que ça signifie? Écoutez, je vous donne mon avis. Il existe un tel réseau de complicité ou de connivence entre tous ces hommes que chacun d'entre eux peut se dire, si celui-là en est, c'est qu'on est couvert en haut lieu. Ça ne me paraît pas encore tout à fait clair. Je vous explique. La France et le Maroc sont très proches. Les ministres se connaissent bien, les chefs respectifs de la police coopèrent, et les services secrets français et marocains entretiennent eux aussi les meilleurs rapports. Question de tradition. Or, dans la préparation de cette affaire, que va-t-on constater? Les services spéciaux marocains recrutent une bande de truands qui travaillent déjà pour les services français. Ça ne peut donc que résulter d'un accord implicite entre les deux pays. Vous commencez à comprendre? Un peu mieux, oui. C'est là que se trouve la suprême habileté de ceux qui sont à l'origine de l'opération. C'est de faire croire que l'affaire est couverte en haut lieu. Et ça évite qu'on se pose des questions. C'est ce que je pense. Alors, maintenant voyons de plus près la chronologie et la préparation du piège. Ça commence en avril 1965. Presque 6 mois avant l'enlèvement. Oui, Stouki et un autre Marocain, El Mahi, sont à Paris. Qui est ce dernier, là? Oh, ce personnage, qui s'appelle en réalité El Alami, est un pseudo-diplomate qui fait office d'aide de camp d'Oufkir pour les missions les plus délicates. Il trouvera la mort en 1983 dans un accident de voiture. Une méthode souvent utilisée par les Marocains pour se débarrasser des gens qui en savent trop. Enfin, je reprends. Stouki et ce El Mahi contactent pour la première fois le journaliste Bernier. Il lui présente le projet de film. C'est probable, même si c'est encore assez flou. Quoi qu'il en soit, les deux Marocains ne cachent pas au journaliste que s'il s'adresse à lui, c'est en raison de ses bonnes relations avec Ben Barka. Le même mois, c'est Oufkir en personne qui se trouve à Paris à l'hôtel Crillon. Il y rencontre des amis français, lesquels, ça, mystère. Puis, au début mai, Lopez se rend au Maroc et va chez Oufkir. Est-ce qu'il en informe là son supérieur au SDEC, le roi Finville? Bien entendu. Et à son retour, il pond une note très précise à son intention. Alors, qu'écrit-il? En substance, il affirme que le général Oufkir est bien décidé à récupérer Ben Barka. Et il précise que pour atteindre leur objectif, les dirigeants marocains sont prêts à utiliser des procédés non orthodoxes. Un enlèvement, par exemple? Ça me paraît clair. L'étape suivante se déroule en juin. Bernier se déplace à Genève pour s'entretenir avec Ben Barka, à qui il expose son idée d'un film sur la décolonisation. Et réaction de Ben Barka? Ah ben, ce dernier est aussitôt intéressé. Il suggère même un titre, Basta. Assez. Et c'est une référence à la célèbre apostrophe de Fidel Castro adressée aux Américains. Et maintenant, Yankee, l'humanité vous dit Basta. Ben Barka est donc ferré. Certainement. Il y a encore 2 rencontres, l'une au Caire, l'autre à nouveau à Genève. Bernier y vient à chaque fois accompagné de son producteur. Ah, et Figon. Et ça se passe bien? Oui, Figon joue son rôle avec conviction. Mais maintenant, Ben Barka voudrait absolument rencontrer le réalisateur. Il insiste auprès des 2 Français qui lui proposent d'organiser un rendez-vous avec Franju à Paris. Et sans le savoir, le Marocain, en acceptant, va de lui-même se précipiter dans le piège. J'ajoute qu'Oufkir et Dlimi, grâce à Figon, Lopez et Stouki suivent attentivement ces préparatifs. Et il en est de même pour le roi Finville qui est régulièrement informé par son agent Lopez. Ben Barka va donc venir à Paris. Et malgré un emploi du temps très chargé. Mais il a aussi une autre très bonne raison de faire ce voyage. Laquelle alors? Si vous voulez, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il s'agit d'un rendez-vous important.
Et le fait que Ben Barka ait manqué ce rendez-vous explique certains développements ultérieurs de cette affaire. Ça me semblait bien mystérieux, là. Hein, Vous y êtes habitué, monsieur Pénaud. Le 29 octobre, au matin, Ben Barka décolle donc de Genève à destination de Paris. Détail curieux, alors que la police des frontières a bien noté son départ, l'information ne parviendra apparemment pas au ministère de l'Intérieur. Et pourtant, quand une personnalité étrangère de la dimension de Ben Barka arrive en France, le ministère est avisé, ne serait-ce que pour exercer une surveillance discrète. Mais peut-être qu'on ne voulait pas savoir. Je ne suis pas loin de le penser. Arrivé à Paris, que fait Ben Barka? Il a rendez-vous pour le déjeuner avec Bernier, Figon et Franju. En attendant, il dépose ses bagages chez un ami, puis il rencontre un étudiant marocain en histoire, un certain Azemouri, qu'il veut associer à la conception du film. Et c'est avec ce jeune homme que Ben Barka arrive sur le coup de midi devant le drugstore de Saint-Germain-des-Prés. Et cette présence inattendue va mettre en péril le scénario mis au point par les ravisseurs de Ben Barka. Oui, parce que l'enlèvement va avoir un témoin. Une parenthèse ici. Certains trouveront l'attitude de cet étudiant très suspecte. Et pourquoi? Parce qu'après avoir été écarté par l'un des protagonistes du rapt, il va se terrer plusieurs jours avant de témoigner de ce qu'il a vu. Elle a eu peur. C'est certain. Et 6 ans plus tard, lorsqu'on apprendra son suicide, on pensera immédiatement à une exécution. Azemouri, qui était dépressif, aurait été très perturbé par l'affaire et aurait fini par se pendre. J'ai des doutes. Donc, je reviens à l'enlèvement. Je suis sûr que vous avez en mémoire les détails de ce rapt qui ne semblait pas en être un. Rappelez-moi quand même. Là. Brièvement alors. En compagnie d'Azemouri, Ben Barka fait les 100 pas devant le drugstore. Il attend Bernier et Figon. Franju, lui, mais Ben Barka ne peut pas le savoir, est déjà installé à la brasserie libre. Ouais. Il aurait été assez logique que le rendez-vous ait été directement fixé au restaurant, non? Impossible. Il fallait que Ben Barka soit à l'extérieur. Il est alors abordé par 2 hommes qui se présentent comme des policiers français et lui montrent leur carte tricolore. Une scène que le jeune Azemouri, c'est ça, là, a sans doute observée avant d'être écarté par l'un des policiers. Et c'est très gênant pour la suite. Mais pourquoi? Parce que c'était la preuve que des services officiels français étaient impliqués. Or, l'enlèvement devait se dérouler discrètement, sans témoin. Mais vous avez prononcé une phrase bizarre, là. Un enlèvement qui ne semblait pas en être un. En effet. Car à aucun moment, Ben Barka ne paraît étonné d'avoir été abordé par ces 2 policiers. Parce qu'il est intimement convaincu que dans la France du général de Gaulle, il ne risque rien. Aussi, quand les 2 flics, Souchon et Voiteau, lui annoncent qu'ils sont chargés de le conduire auprès d'une importante personnalité, il ne bronche pas et accepte de monter dans la voiture de service des policiers. Et peut-être pense-t-il que ce rendez-vous important que vous avez évoqué a été avancé. C'est très possible. Mais c'est après que ça va se gâter. Bien sûr. Parce que lorsque Ben Barka voit que la voiture sort de Paris et prend la direction de la banlieue sud, il commence à s'inquiéter. Et que peut-il faire? Il est seul face à 3 hommes. Mais vous m'avez seulement parlé des 2 policiers. Certes. Toutefois, quand Ben Barka est monté dans la voiture, il y avait un autre homme assis sur la banquette arrière. Lenny, l'un des gangsters de la bande de Bouche Sèche. Et celui-là était chargé de maîtriser Ben Barka au cas où ce dernier se serait rebellé. Et Ben Barka ne pouvait pas savoir que c'était un gangster. Il le découvrira assez vite, parce que bientôt, l'auto des policiers va s'arrêter dans une propriété cossue. La maison de campagne d'un certain Georges Bouche Sèche. La suite, bien sûr, la semaine prochaine, avec en particulier les derniers développements judiciaires de cette interminable affaire Ben Barka. CO2 Mon amour de Denis Chessou.